Le journal de 13h sur RT1. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Dans l'actualité de ce mardi, l'audience au palais présidentiel accordée au directeur général du groupe MTN, Ralph Mupita. Il s'est entretenu avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, sur des projets d'investissement de son groupe en Côte d'Ivoire pour les 3 prochaines années. Plus de 300 millions de dollars seront investis dans des infrastructures pour l'amélioration de la connectivité dans le pays. Les 60 ans du quotidien ivoirien Fraternité Matin, premier quotidien de la Côte d'Ivoire, une commémoration en présence du vice-président de la République qui a rendu hommage à l'ensemble du personnel dont le travail contribue, dit-il, à renforcer la cohésion sociale et aussi à valoriser les progrès de la Côte d'Ivoire. Et puis 25, un chiffre de la fin de cette campagne du 10 décembre, des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Ce sont 25 féminicides dénombrés en Tunisie alors que l'année n'est pas encore terminée. Un bilan alarmant pour les associations de défense. Ce journal est traduit en langue des signes. Nous démarrons avec cette audience au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, à qui il a été présenté des projets pour le développement économique par les télécoms. Le groupe MTN compte investir sur les 3 prochaines années en Côte d'Ivoire plus de 300 millions de dollars US, c'est plus de 186 milliards de francs CFA, et cela dans différents types d'infrastructures pour améliorer la connectivité dans le pays. Et à cela s'ajoutent des perspectives pour l'intelligence artificielle, la couverture réseau et des opportunités dans le secteur du digital pour la jeunesse. Le directeur général du groupe de MTN, Ralph Mupita, a été reçu en audience par le chef de l'État. Le résumé de cette audience par Fatou Fofana. Il a été reçu en fin de matinée par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Le premier responsable de MTN, Ralph Mupita, a réitéré l'engagement de son groupe à accompagner la Côte d'Ivoire dans le développement du digital, un secteur en pleine croissance. Nous avons réaffirmé notre engagement à continuer à développer le secteur du digital en Côte d'Ivoire et notamment nous nous sommes engagés à continuer à investir abondamment en Côte d'Ivoire. Sur les 3 prochaines années, nous allons investir au minimum 300 millions de dollars dans différents types d'infrastructures pour développer la connectivité. Un accompagnement également en faveur des jeunes en termes de création d'emplois et d'accès à plus d'opportunités d'affaires avec l'émergence de nouvelles compétences. Lorsqu'on parle de digital économie, on parle de créer des opportunités d'affaires et notamment pour les jeunes. Nous avons également parlé de nos initiatives qui concourent à développer la jeunesse ivoirienne pour qu'elle puisse capturer tout le potentiel qu'il y a dans le digital en termes de création de contenu, en termes de développement de start-up dans ce secteur qui vont appeler à grandir et à fournir des services et des biens à nos populations. Nous avons parlé donc de l'intelligence artificielle et naturellement en tant qu'opérateur africain, nous voulons contribuer à l'émergence de compétences dans ce secteur-là pour l'Afrique et nous serons heureux de travailler avec le gouvernement ivoirien dans ce sens. À la question de l'accès à une connexion de qualité jusque dans les zones rurales les plus reculées, le président directeur général du groupe MTN envisage le déploiement de la 5G à travers tout le pays. Ralph Mupita est en Côte d'Ivoire pour une visite de travail de 48 heures. Plusieurs rencontres inscrites à son agenda en vue de la matérialisation des projets du groupe de télécommunications sud-africain qu'il dirige depuis 2020 au profit notamment des populations ivoiriennes. Et à présent, les félicitations du président ivoirien Alassane Ouattara adressées à John Dramani Mahama, le nouveau président élu du Ghana par ce télégramme. Monsieur le président et cher frère, votre élection à la magistrature suprême de la République du Ghana m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre excellence mes très vives et chaleureuses félicitations. En vous portant à la tête du Ghana, le peuple ghanéen vient de vous témoigner sa confiance et son adhésion à votre programme de gouvernement. Et en cette heureuse circonstance,
circonstances, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, former pour vous des vœux ardents de santé et de bonheur, ainsi que ceux de plein succès dans l'exercice de votre haute mission. Je voudrais également féliciter le peuple ghanéen pour le civisme et la discipline observée tout au long du processus électoral. J'aimerais enfin vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous au raffermissement des liens séculaires et fraternels de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays et nos deux peuples respectifs. Très haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Fraternité Matin, le quotidien ivoirien a 60 ans, le quotidien par lequel se reconnaissent les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui objet aussi de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, il s'impose comme une référence incontournable de l'information en Afrique et le vice-président Tiemoko Melie-Kone salue le travail remarquable du personnel de ce journal qui fait honneur, dit-il, à la Côte d'Ivoire, une célébration qui est comptée par Mahama Traoré. Un journal quotidien soixantenaire, l'histoire de Fraternité Matin débute le 9 décembre 1964 avec la parution de son tout premier numéro. En une, la photo du père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny, inaugurant les locaux de cette entreprise de presse. Ce lundi 9 décembre 2024, soit 60 ans jour pour jour, Fraternité Matin célèbre ses 6 décennies d'existence, avec pour témoin privilégié le vice-président de la République Tiemoko Melie-Kone. Communément appelé Fratmat, le premier quotidien d'information générale ivoirien cumule à ce jour 17 983 numéros parus. Nous voyons en cette célébration des 60 ans de Fraternité Matin une opportunité non seulement de faire le bilan de notre parcours, mais aussi de renouveler notre engagement à servir le peuple ivoirien avec professionnalisme, intégrité et innovation. Permettez-moi, à notre nom à tous, de réitérer notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son appui soutenu et constant. D'une dizaine à 32 pages aujourd'hui, Fraternité Matin est aussi devenu au fil du temps un groupe de presse de référence dans l'univers médiatique ivoirien, un positionnement de choix que le gouvernement entend consolider. Le Président de la République aura permis, grâce à ses moyens conséquents octroyés, à Fraternité Matin d'amorcer son développement structurel et de s'engager sur la voie de la transformation digitale pour répondre au mieux aux attentes de ses usagers. Son expansion devrait naturellement s'en suivre, malgré les temps de crise aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le monde entier. C'est le lieu ici, Monsieur le Vice-président, d'appeler tout le personnel à la sérénité. Le gouvernement ne lâchera pas Fraternité Matin. Au nom du chef de l'État, le vice-président Tiemoko Melie-Kone a tenu à rendre un hommage appuyé au rôle déterminant que joue le quotidien Fratmat dans la marche de la nation. Fraternité Matin est un journal qu'on lit avec beaucoup de plaisir parce qu'on n'y attaque pas. On dit ce qui est. On analyse et on donne des impressions. On n'insulte pas. Autant d'éléments qui obligatoirement nous amènent à la cohésion, à cette cohésion nationale que recherche avec autant de force, d'intelligence le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. La deuxième, c'est de voir avec beaucoup de plaisir que le progrès de la Côte d'Ivoire à l'attention des Ivoiriens est dans Fraternité Matin. Merci pour ça. En guise d'encouragement, Tiemoko Melie-Kone offre 5 millions de francs CFA comme appui financier à la mutuelle de Fraternité Matin. Soulignons que la première dame Dominique Ouattara est la patronne des festivités marquant les 60 ans du journal. La Côte d'Ivoire est aussi connue pour ses atouts touristiques, des attraits qui pourraient bien profiter au fonds de prévoyance militaire. Il prévoit une chaîne hôtelière. Le premier investissement, on le rappelle, dans le domaine, présente un bilan plutôt satisfaisant, une centaine d'emplois créés et un bénéfice de 900 millions de francs CFA réalisé avec le Palm Club Hotel. Et ce grand projet donc de ce groupe, cette chaîne hôtelière, devrait être réalisé sur la période 2025 à 2030. 25 milliards de francs CFA seront investis. Walter Amadou Ouattara nous en dit davantage.
Diversifier les sources de revenus afin d'améliorer significativement les conditions sociales des militaires et gendarmes ainsi que celles de leurs familles respectives, c'est le cheval de bataille de l'équipe actuelle du Fonds de prévoyance militaire FPM. Dans son plan d'action 2025-2030, plus de 25 milliards de francs CFA seront investis dans une chaîne hôtelière. C'est la suite logique de la bonne expérience tirée des 10 années d'exploitation de sa société de gestion touristique et hôtelière Sogeto. Au titre de l'année 2024, elle enregistre 900 millions de francs CFA de bénéfices et emploie plus de 100 personnes. Motivation à mieux faire en présence du représentant du ministre d'État, ministre de la Défense. Alors nous avons un plan stratégique de gouvernance FPM 2024-2030. C'est pour développer un ensemble de projets. Au nombre de quelle hôtellerie? Au nombre des projets donc structurants du FPM, nous avons 2 activités. Dans le domaine de la santé notamment, nous avons un laboratoire d'analyse médicale, nous avons un centre de dialyse et aussi dans l'immobilier, nous avons des constructions au niveau de Angré où nous construisons 2500 logements au profit des militaires, gendarmes et même du grand public. À l'horizon 2030, nous comptons également construire encore des logements socio-économiques, mais tout cela pour aider les militaires à s'épanouir. Ces informations ont été rendues publiques d'abord lors d'une conférence de presse, puis à une soirée gala avec les traditionnels partenaires à l'occasion du 10e anniversaire du Palm Club Hôtel. Après le Cirex, les experts du secteur de l'énergie du continent tablent sur les besoins énergétiques de l'Afrique. Ils ont l'ambition, par leur réflexion, d'améliorer la compréhension des processus du plan directeur continental, mais aussi d'harmoniser les outils de planification énergétique. On en sait plus dans ce développement de Dangui Dangui. Électricité, l'offre est très insuffisante pour couvrir les besoins des populations en Afrique, alors que le continent est riche d'un immense potentiel énergétique, de l'avis de tous les experts de la question. Et pourtant, ce n'est plus un secret. La demande d'énergie pour faire tourner les moteurs des économies du continent croît à un rythme soutenu. C'est dans ce contexte marqué par tant de défis que se tient la réunion de coopération technique de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur la planification énergétique pour les régions de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Nous allons favoriser une meilleure compréhension de ce plan énergétique continental et discuter des possibilités de collaboration et de partenariat avec les différents partenaires. Notre sous-région reste confrontée à des défis majeurs tels que le retard dans les investissements, l'insuffisance des infrastructures et le coût élevé de l'énergie. Une étroite collaboration et une harmonisation des outils de planification nous permettront sans aucun doute de surmonter nombre de pesanteurs et de poser les bases d'une intégration énergétique réussie. Cette réunion s'inscrit dans une dynamique continentale marquée par l'adoption lors du sommet de l'Union africaine de février 2024 du plan directeur continental de l'énergie pour l'Afrique. Une feuille de route stratégique pour l'interconnexion des réseaux électriques régionaux et l'identification des projets prioritaires de production et de transport d'électricité à l'horizon 2040. La transformation du cacao est encouragée pour stimuler le développement industriel de la Côte d'Ivoire. Un plan qu'agréent les entrepreneurs du secteur, les ingénieurs et industriels du pays. Ils discutent des perspectives au cours donc d'une rencontre. Voyons ce qui a été dit dans ce rapport de Jean-Michel Quadio et Jean-Marc Djadji. Encourager les initiatives dans le domaine de l'entrepreneuriat et édifier les membres de l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire sur des thématiques d'intérêt, notamment la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Tout le sens de la 4e édition de l'Afterwork du Club des entrepreneurs. Cette rencontre se situe dans le cadre des activités de la commission investissement de l'OIC, en fait, qui est une commission qui a pour objectif de pouvoir stimuler nos membres à être des entrepreneurs. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde, c'est une fierté, mais surtout le premier broyeur de cacao au monde. Il faut être fier de ce qui a été accompli, mais il y a des problématiques qui doivent être réglées pour nous permettre de rester à notre première place. Donc il faut plus d'accompagnement au niveau des planteurs,
pour pouvoir leur fournir des plans qui puissent résister aujourd'hui au changement climatique. La problématique qu'on a eue sur la campagne 2023-2024, c'est qu'on a eu de fortes chaleurs, on l'a tous constaté, qui ont fait que la production était moindre. Il y a des moyens pour y parvenir. Il y a l'agroforesterie. La prochaine édition de l'Afterwork du Club des entrepreneurs se tiendra au premier trimestre de 2025. Et nous partons à présent dans nos régions. Première escale d'Aoukro avec le concept Excel Ado, une caravane qui sillonne les établissements secondaires et publics et privés pour sensibiliser les apprenants sur les valeurs du civisme et de la citoyenneté. Un slogan fort, j'honore mes parents et je travaille bien à l'école. Voyons comment tout cela se déroule avec Kader Sokodogo. Les élèves des établissements secondaires publics et privés de Daoukro initiés à travers une conférence à la culture de l'excellence. Une initiation dans le cadre du concept Excel Ados, organisé par la Confédération nationale des excellents adolescents en collaboration avec l'ONG américaine Jedus Network. Cette caravane, en présence des autorités administratives de la région de Lifou, vise à inculquer les valeurs civiques et morales pour éradiquer l'usage de la drogue, l'abus de l'alcool, la violence en milieu scolaire ainsi que la grossesse en cours de scolarité. La stratégie que nous voulons, c'est que les enfants soient excellents, qu'ils travaillent bien à l'école. Et nous voulons qu'à partir de la région de Lifou, un message fort soit lancé dans tout le pays. L'objectif principal de cette conférence, c'est de multiplier les excellents adolescents. Les responsables locaux de l'éducation saluent l'initiative et exhortent les enseignants et les parents d'élèves à la culture d'un environnement favorable à l'apprentissage. L'objectif que nous recherchons, c'est la réussite pour les parents de leurs enfants. Nous les encourageons, c'est beaucoup d'efforts, mais il faut que cela continue pour qu'à la fin, ils récoltent le fruit donc, de leur investissement. Créée en 2022, la Confédération nationale des excellents adolescents est un groupement de plusieurs fêtières et fédérations qui œuvrent à la consolidation de l'unité, au vivre ensemble et à l'éducation pour tous. J'honore mes parents et je travaille bien à l'école. C'est le thème de cette caravane nationale. La jeunesse sait reconnaître la valeur du travail. Elle le témoigne par le super prix national Éléphant d'or décerné à 2 personnalités ivoiriennes par l'Organisation panafricaine de la jeunesse francophone. Depuis Bandoukou, Souleymane Donissongou témoigne. Cette distinction s'inscrit dans le cadre de la célébration des agents de développement en vue de susciter des modèles au sein de la jeunesse. Cette reconnaissance représente pour ces acteurs l'aboutissement d'un travail bien fait, un encouragement et une promotion des talents africains. Ces prix, une fierté, un appel à mieux faire, une motivation à rester toujours le meilleur, mais aussi le fruit d'un travail d'équipe, d'un personnel dynamique et assidu. C'est une équipe qui travaille parce que seuls, nous ne pouvons pas avoir ce prix. Mais avec l'aide de nos collaborateurs, on a eu ce prix aujourd'hui. Cela démontre que le travail que nous faisons dans l'ombre est suivi. Ce prix représente beaucoup. C'est d'abord une fierté, c'est une motivation pour moi, parce que lorsque vous êtes distingué, c'est maintenant que le plus dur commence. Comment faire pour toujours rester meilleur? Les 2 directeurs départementaux ont également reçu les titres honorifiques d'ambassadeur de la paix et de commandeur de l'ordre africain de la valeur. Pour Gilbert Bani-Kwaou, premier responsable de l'OPA-GFC, cette reconnaissance constitue l'aboutissement d'une carrière bien menée. À présent, le bilan du programme ECHO, ce programme de formation des partenaires lancé par l'Institut national de la santé publique. Les résultats de ce bilan permettront de renforcer la qualité des soins dans les établissements de santé de Côte d'Ivoire. Le reportage de Naomi Mokla et Jean-Marc Djadji. En 2023, 15 programmes ECHO ont été lancés, 48 cas cliniques présentés et 550 professionnels formés. C'est le bilan dressé par l'Institut national de la santé publique sur son projet d'implémentation des hubs régionaux ECHO. Un bilan jugé satisfaisant selon le directeur général de l'INSP. L'activité que nous avons organisée aujourd'hui est un atelier pour faire le point des activités
de formation qui ont eu lieu dans les hubs régionaux du projet ECO en Côte d'Ivoire. Nous avons eu une diversité de thématiques au niveau des sessions en fonction des besoins spécifiques des prestataires de santé pour le développement de ce projet au niveau national. Le programme des hubs régionaux ECO vise à améliorer la qualité des soins prodigués et à renforcer les compétences du personnel soignant. Ce projet qui a été basé à l'Institut national de la santé publique est un projet qui rayonne au niveau de l'Afrique francophone et de la zone francophone, qui permet aussi d'accompagner différents acteurs, tant nationaux qu'internationaux, et avoir tous les acteurs de la santé au même instant et même endroit. Ça nous permet aujourd'hui de pouvoir communiquer pour le bien-être des Ivoiriens. 15 certificats d'excellence, de félicitations et d'encouragement ont été remis aux gestionnaires des CHR et CHU pour leur implication dans ce projet. Dans la région du Tongpi, une réponse est apportée aux besoins d'autonomisation des femmes. La Fondation KED a offert du matériel agricole à l'association des femmes du village de Bélé. Didier Nguessan nous fait le point. Des brouettes, des bottes, des matériels de pulvérisation agricole, des machettes et des arrosoirs offerts à l'association des femmes de Bélé, dans la sous-préfecture de Boguné, région du Tongpi. C'est une initiative d'Edwige Dieti, présidente de la Fondation KED. Un geste qui vient contribuer à l'autonomisation des femmes de cette localité. Pour ces femmes, ce don vient les galvaniser à être efficaces dans leurs activités. Les mots me manquent. Je ne sais pas ce qu'il lui dit. Mais je les remercie beaucoup. Et je l'encourage toujours. Marraine de la cérémonie, Edwige Dieti exhorte ces femmes à cultiver l'entraide, le vivre ensemble, gage d'une modernisation du village. En tant que femme et cadre de la région du Tongpi, je ne pourrais pas rester en marge de cette cérémonie. Donc nous l'avons apporté du matériel pour qu'elles puissent travailler, cultiver la terre. Ensuite un fonds d'appui afin de les rendre davantage autonomes. Nous avons profité de l'occasion pour leur demander de rester ensemble, solidaires, unis, parce que c'est dans l'union qu'on peut avoir un développement durable. Créée en 2018, la Fondation KED entend multiplier d'autres actions, notamment l'achat de tricycles, de broyeuses, afin d'aider les femmes de la région du Tongpi à être autonomes. Nous partons à présent à Korogo où plus de 50 imams et prédicateurs sont formés sur la base de la lutte contre le terrorisme. L'objectif, c'est de fournir à ces personnes des outils pour contrer les discours extrémistes tout en renforçant la prévention des conflits et le dialogue communautaire. Ami Sissoko. Doter les guides religieux d'outils leur permettant d'identifier, analyser et de construire la rhétorique religieuse des groupes extrémistes. C'est tout le sens de cet atelier à Korogo organisé par l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. C'est de les outiller de sorte qu'ils aient des rudiments nécessaires à déconstruire les idées extrémistes de ces groupes terroristes, d'une part, et d'autre part, à les outiller encore de sorte qu'ils puissent détecter les signaux forts et les signaux faibles de radicalisation. Pendant 3 jours, plus de 50 imams et prédicateurs du pays ont été outillés sur plusieurs thématiques, entre autres sur la prévention des conflits et l'extrémisme violent, en mettant en lumière les signes avant-coureurs de la radicalisation, le financement étranger et l'autofinancement des groupes terroristes et la coordination entre renseignements et guides religieux pour une meilleure synergie. Le financement extérieur qui nous a beaucoup marqué et surtout beaucoup de choses aussi sur la loi que nous ne maîtrisons pas. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous pouvons dire que vraiment on est satisfait. Le Conseil supérieur des imams COSIM, par la voix de son président, s'est réjoui de cette démarche. C'est à nous, les prédicateurs, les imams et guides religieux musulmans, que revient la responsabilité de mener collectivement des actions de déconstruction des discours obscurantistes des groupes extrémistes. De son côté, la Direction générale des cultes a souligné l'importance de cette collaboration pour préserver la stabilité nationale. Nous leur apportons notre caution et réitérons notre disponibilité quant à, à la formation des imams sur les questions sécuritaires et sur les postures, les attitudes les mieux appropriées face à ce qui se passe dans la sous-région. Je vous invite à présent à découvrir un modèle d'entrepreneuriat. Il s'agit de Noura du haut de ses 20 ans. Elle est étudiante et à la tête de Proxy Market, des marchés de proximité. Khalil Diomandé nous dit tout. À peine âgée de 20 ans,
Noura Aye, étudiante en journalisme, lance un concept innovant dans le domaine du vivrier en Côte d'Ivoire. Le Proxy Market, un marché de proximité moderne où l'on retrouve légumes et fruits conservés au frais dans une box vitrée à l'abri des insectes. Notre concept vise à vraiment rapprocher les marchés des ménages pour éviter aux personnes de longue distance pour pouvoir s'approvisionner en produits vivriers. Et on a tendance à constater dans les marchés sur des tables des produits vivriers qui sont mis en vrac à la merci des mouches et tout. Et donc nous, notre objectif, c'est de rendre ces produits vivriers plus hygiéniques. Il y va de la santé des populations. Pour minimiser les dépenses en électricité et surtout maintenir les produits sous la climatisation, le kiosque est doté de panneaux solaires. Toutes ces idées viennent de Noura, mais l'étudiante ne disposait pas de budget suffisant pour les mettre en œuvre. Le financement a été un problème pour moi et j'ai fait la rencontre de mon cofondateur à qui j'ai expliqué ce projet. Il a trouvé que c'était une idée ingénieuse et il a décidé de m'accompagner dans cette aventure sur le volet financier. Depuis l'ouverture du marché de proximité à Cocody Abata en mai 2024, les résidents s'y approvisionnent au quotidien. Je veux salade, oignons, tomates. Gain de temps, hygiène et rapport qualité-prix, autant de facteurs qui attirent la clientèle. La jeune fille qui a mis le projet en place, elle a bien réfléchi. On ne marche plus loin pour aller au marché. Tout ce qu'on veut, on trouve ici. Et puis c'est moins cher. Moi, j'aime venir acheter les choses ici parce que c'est propre. En concevant ce business, Noura avait aussi à cœur d'offrir des opportunités aux jeunes en difficulté. Après plusieurs mois sans emploi, Emmanuela travaille aujourd'hui à temps plein dans ce kiosque. Je suis rémunérée chaque fin du mois, je touche quelque chose. Ça me permet de subvenir à mes petits besoins. Et je lui dis bon merci. Au sein d'un kiosque, nous avons 4 personnels, c'est-à-dire 2 personnes qui vont vendre, un livreur et un commercial. Le concept de Noura a séduit de nombreuses personnes. La jeune demoiselle a donc décidé de mettre en place un réseau de franchises. Pour être franchisé, il faut s'acquitter de la somme de 8 millions de francs CFA. Ce montant comprend le coût d'acquisition, les droits d'entrée de la franchise. Il faut savoir qu'un premier approvisionnement est mis à la disposition du franchisé. Nous avons une dizaine de personnes qui ont déjà adhéré à notre projet et aujourd'hui, ils ont des kiosques un peu partout. L'ambition de l'entrepreneur de 20 ans est d'implanter les marchés de proximité dans une centaine de quartiers du district d'Abidjan en vue de créer plus d'emplois en faveur de la jeunesse. Allez, la jeunesse en Côte d'Ivoire qui est accompagnée par le gouvernement et les organisations non gouvernementales dans leur projet d'autonomisation, comme ces 1200 jeunes qu'on verra à Abangourou, accompagnés dans le cadre d'un financement apporté par l'ONG internationale Save the Children, qui initie un projet d'autonomisation économique pour les jeunes et les femmes des régions de Lamé et de l'Indénié et du Ablin, un projet qui consiste donc au financement des activités génératrices de revenus, à la formation des jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle, mais aussi à la création des associations villageoises de l'entraide communautaire. Le développement de Herman Yamia. Les jeunes déscolarisés ou non scolarisés et les femmes des régions de Lamé et de l'Indénié-Guablin pourront bientôt assurer leur autonomie financière. Un projet d'autonomisation économique vient d'être initié par l'ONG internationale Save the Children. On continue le renforcement de ces jeunes pour l'entrepreneuriat. Et il y a certains jeunes aussi qui vont bénéficier d'activités génératrices de revenus. Et en dehors de ça, nous mettrons en place aussi des AVEC, des associations de valorisation de l'entraide communautaire à l'endroit des femmes, qui vont permettre également aussi de renforcer leur autonomisation. Prévu pour durer 3 ans, ce projet financé à hauteur de $250 000, soit environ 150 millions de francs CFA par une entreprise d'achat et de transformation du caoutchouc naturel et l'agence coréenne de coopération internationale, COICA, va profiter à 1200 jeunes des régions de Lamé et de l'Indénié-Guablin. En contribuant à ce projet, nous sommes en train d'ambitionner les meilleures augmentations des skills
des youth, des jeunes de Côte d'Ivoire, et en plus la disponibilité d'une force jeune pour les différentes industries qui sont en train d'installer ici en Côte d'Ivoire. Le préfet des régions de la MEI a salué cette initiative qui vise à créer des opportunités d'insertion professionnelle aux jeunes afin de les sortir de l'oisiveté. Je voudrais donc dire merci aux uns et aux autres et dire que c'est avec un espoir, un grand espoir, que je m'adresse à vous et que je pense que dans les années à venir, nous allons nous retrouver pour faire le bilan. Un bilan qui, je l'espère, sera plus que positif. Guezro Simplice a plaidé pour que de telles initiatives se multiplient afin de sortir les jeunes de la précarité pour leur permettre de participer au développement du pays. Ce mardi 10 décembre s'achève la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Avec elle, il est révélé un triste bilan de l'augmentation des féminicides en Tunisie. Au moins 25 féminicides comptabilisés alors que l'année n'est pas encore terminée. Ce sont des femmes issues de couples relativement jeunes, entre 30 et 40 ans. Un bilan alarmant pour les associations de défense tunisiennes. Merci de nous avoir suivis. C'est le dernier point de ce journal. Nous vous souhaitons un excellent après-midi sur RTI 1. Le prochain journal est à 20h avec Marie-Laure Ngoran. Et je vous retrouve demain, même heure, sur la même chaîne.